Bien, il est 10h30, nous allons pouvoir donc débuter ce webinaire. Donc, je vous présente vos intervenants pour cette matinée. Donc, je me présente, Yann Flodrop, je suis animateur de la filière Linfib pour Arvalis, et c'est moi qui animerai ce webinaire ce matin. Comme intervenant, vous aurez Cynthia Torresias, ingénieur régional en Normandie, Benoît Normand, ingénieur régional pour les Hauts-de-France et l'Île-de-France, et Isabelle Chaillet, qui interviendra sur le dossier variété. Le programme pour cette matinée, une première intervention par Cynthia qui reprendra les éléments de contexte de l'année, donc d'une vingtaine de minutes. On prendra une phase de réponse aux questions dans la foulée de cette intervention. Deuxième intervention sur la matinée, Isabelle Chaillet qui interviendra pour présenter les résultats variétés de l'Infibre hiver et de printemps. Et une deuxième phase de réponse aux questions se fera à ce moment-là. Il y a un deuxième webinaire qui est organisé pour cet après-midi autour de la protection intégrée du lin, entre 14h et 15h30. Un lien spécifique vous a été envoyé ou a été envoyé aux inscrits pour cette session spécifique. On terminera le webinaire à midi. Quelques informations pratiques pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc on a un contexte sanitaire particulier qui nous empêche d'organiser un événement physique, d'où cette organisation en webinaire. On souhaite quand même pouvoir interagir avec vous, et ça peut se faire par l'intermédiaire de la barre de chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc si vous avez des questions, posez-les par le chat et nous y répondrons donc en fin de chacune des présentations. Pour ce faire, vous avez sur la droite de votre écran un certain nombre d'icônes qui vous permettent d'accéder à ce chat. Je vous invite à inscrire votre nom et votre département. C'est plus convivial pour nous aussi pouvoir répondre de façon plus adaptée à vos questions. Voilà. Il y a un petit décalage aussi dans le temps entre nos interventions, le fait que l'on parle et la diffusion que vous avez des éléments. Donc n'hésitez pas à intervenir et poser des questions dans le chat au fur et à mesure des interventions pour garder plus de fluidité pour ce webinaire. Autre information pratique, donc une enquête de satisfaction vous sera proposée via un lien dans le chat en cours de session. On est sur un mode de diffusion un peu original pour ces diffusions d'informations et de résultats. Donc on est preneur de vos retours concernant votre perception de cet événement. Donc merci d'y répondre. On la diffusera à plusieurs reprises dans la barre de chat. Concernant la mise à disposition des visuels, on n'enverra pas de topo en PDF aux participants. En revanche, le webinaire sera mis en ligne et en replay sur la chaîne YouTube d'Arvalis d'ici quelques jours, qui vous permettront donc de revisualiser les éléments, voire de les partager aussi si vous le souhaitez. Donc pour, on va dire, commencer à vous familiariser avec le système de chat, on vous propose un petit jeu concours. Bon, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais le but, c'est de pouvoir commencer à interagir avec vous. Donc un petit jeu concours avec une question. Voilà. Combien de variétés de lin-fibre de printemps sont actuellement inscrites au catalogue des variétés cultivées en France? Donc, je vous incite à déjà ouvrir votre barre de chat et commencer à interagir avec nous, et puis en répondant à la question. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cynthia qui va intervenir pour 20 minutes pour présenter le contexte de l'année. Merci Yann. Donc effectivement, on vous propose de reparcourir ensemble la campagne 2020 de par ses conditions météo. Et donc, sans plus attendre, on vous propose de revenir sur les conditions au cours de l'automne 2019 et de la sortie d'hiver 2020. Et donc, pour ce faire, on vous a illustré ces conditions donc, par une carte de pluie. Donc, entre le 1er octobre 2019 et le 1er mars 2020,
Quand on regarde la légende de cette carte, ce qui est intéressant effectivement à voir, c'est que donc on a quand même un cumul de pluie enregistré au cours de la période qui a été extrêmement important. Dans les terres les plus continentales, on a un cumul de pluie, par exemple sur le secteur de Seine-et-Marne, qui va être compris entre 300 et 400 mm. Et quand on va vers les terres qui sont plus en bordure maritime, on voit que le cumul est encore plus important, avec un cumul qui va être compris entre 700 et puis 1000 mm. On voit que donc, cette période, elle a été non seulement très pluvieuse, mais elle a aussi été très douce, puisque sur la période, on a un nombre de jours avec du gel qui est peu important. Et le troisième élément assez caractéristique de cette période, ça a été l'arrêt tardif des pluies qui est situé vers la mi-mars pour la campagne 2020. On vous a représenté donc par la suite quelles pouvaient être les conditions quel pouvait être l'impact de ces conditions au cours de l'automne 2020 sur l'organisation des chantiers de semis. Et donc pour ce faire, on est reparti sur les données qui sont issues du réseau BSV, donc aussi bien pour le territoire normand que pour le territoire Normandie. Et on a regardé quelle était donc du coup l'évolution du pourcentage de surface semée au cours du printemps 2020. Et donc, ce qu'on peut voir avec la courbe rouge flash qui représente la campagne 2020, c'est qu'effectivement, on avait 50% des surfaces qui ont été semées au cours de la quinzaine du mois de mars, pendant la campagne 2020. 75% des semis étaient réalisés à peu près à la date du 5 avril. Et on a eu un arrêt des semis qui a eu lieu autour du 15-20 avril cette année. Quand on regarde comment se positionne la campagne 2020 par rapport à du pluriannuel, on voit qu'en termes de surface semée, on a été moins tardif que les campagnes 2013 ou que la campagne 2018 qui est représentée par la courbe gris clair sur la droite du graphique. Et que par contre, ça a été effectivement une année qui a pu être un peu plus tardive que des campagnes type 2012 ou 2015 par exemple. Donc, quand on regarde les conditions météo qu'on a eues effectivement au moment de ces périodes de semis, donc on vous a représenté deux graphiques. Donc, le premier est issu des données qui ont été enregistrées par la station de Caen dans le Calvados et celui du bas par la station d'Abbeville dans la Somme. Et ces deux graphiques sont très intéressants puisqu'ils représentent une tendance qui peut être globalisée à l'ensemble du bassin de production, à savoir qu'effectivement, de par l'arrêt tardif des pluies qu'on peut voir de par les histogrammes bleus, on voit qu'effectivement, donc les derniers cumuls de pluie significatifs enregistrés par les différentes stations donc s'arrêtent au 15 mars et que donc à partir du 15 mars jusqu'au 15 avril, il n'y a plus de pluie significative enregistrée par ces deux stations, mais plus globalement sur l'ensemble du bassin de production. Donc effectivement, dans les terres qui ont été les plus séchantes, dès la seconde quinzaine du mois de mars, les premiers semis ont pu débuter. En revanche, dans les autres secteurs, il a fallu effectivement attendre que les terres essuient et donc plutôt décaler les semis vers la fin mars, voire début avril. D'autant plus que quand on regarde la température minimale, qui est représentée par la courbe bleue sur les deux graphiques, on voit qu'effectivement, entre le 20 et puis le 29 mars, on a une chute de la température minimale qui a aussi été du coup effectivement un facteur pour décaler les semis vers la fin mars et début avril. Quand on se positionne ensuite, plutôt entre du coup le 20 mars et puis le 20 avril, donc on vous a représenté premièrement une carte qui représente les cumuls de pluie enregistrés au cours de la période. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que globalement, sur l'ensemble du bassin de production, on a un secteur qui est plutôt représenté par une couleur blanche. Donc, un cumul du coup maximal autour des 10 voire 15 mm, donc un cumul qui a été extrêmement faible sur la période. Il ne faut pas se berner par cette carte, puisque quand on regarde le territoire des Hauts-de-France, on voit un cumul qui est un peu plus important, autour de 30-35 mm, mais ça, ce sont en fait des cumuls qui sont complètement liés à l'épisode orageux qui a pu être observé le week-end du 17-18 avril et donc qui est arrivé quand même assez tardivement par rapport aux semis qui ont eu lieu début avril, donc qui ont pu en fait plus entraîner de dégâts dans les parcelles que bénéficiait à la culture, puisque donc du coup, comme cet orage a été extrêmement important sur un laps de temps court, il y a dans certaines parcelles des régions des Hauts-de-France à cette période-là, il y a eu la formation de croûtes de battance ou bien l'apparition de coulées de boue qui ont pu détruire soit partiellement, soit totalement les parcelles.
Quand on fait un focus sur les températures qui ont été enregistrées au cours de la période, donc qui va du 20 mars au 20 avril, donc c'est le tableau que vous avez sur la droite, on vous a mis pour chacune des stations météo le nombre de jours avec du gel, donc une température minimale inférieure à 0 degré Celsius. Et on vous a mis également pour chacune des stations la température la plus basse qui a pu être rencontrée au cours de la période. Donc on voit qu'effectivement, on a quand même une occurrence de température plutôt fraîche au cours de la période. Et donc si on devait faire une synthèse des conditions météo qu'on a pu avoir lors de la levée des Linières, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a eu un cumul d'eau qui a été extrêmement faible, combiné avec des températures plutôt fraîches. Et il ne faut pas l'oublier, on a eu également au cours de la période du vent d'Est, assez fréquemment rencontré tous les jours, qui a pu assécher les lits de semences. Et donc, la combinaison de ces facteurs a abouti à des levées qui ont été compliquées au cours de la campagne et qui ont pu engendrer des phénomènes de double, voire triple, voire quadruple levée. Donc, si on poursuit par rapport au reste de la campagne, donc cette fois-ci, alors on a fait un focus par rapport aux altises, puisqu'on sait qu'effectivement, quand on a des levées qui peuvent être compliquées, on peut avoir effectivement une problématique de gestion des altises qui se pose dans les linières. Et donc là, on vous a représenté un graphique dont les courbes en fait représentent le pourcentage de plantes qui présentaient des morsures d'altise. Donc là, les données qui vous sont indiquées ici dans ces graphiques, ce sont des données qui sont issues du BSV, l'Ain, donc Normandie et Hauts-de-France. Et donc, pour chacune des courbes, vous avez un code couleur qui représente les périodes de semis. Donc, vous voyez que pour le graphique des Hauts-de-France, on a 3 périodes de semis représentées. Donc, la première courbe grise du 16 au 22 mars, la courbe rouge qui va du 30 mars au 5 avril, et puis la courbe verte qui représente les semis qui ont eu lieu entre le 6 avril et le 11 avril. En Normandie, donc vous avez également différentes courbes. Donc la courbe bleue qui représente les semis entre le 23 et le 29 mars, la courbe rouge le 30 et le 5 avril, et la courbe verte qui représente les linières semées entre le 6 avril et le 11 avril. Et finalement, ce qui est intéressant à observer de par ces deux graphiques, c'est que quand même, quand on a un décalage cette année des périodes de semis, eh bien, on voit qu'on décale également l'apparition des premiers symptômes d'altise sur les linières, et on voit également que plus on va vers une date de semis qui est tardive, et plus en fait les symptômes qui sont détectés débutent à un niveau qui va être un peu moins important que quand on est sur des semis qui ont été réalisés au cours de la seconde quinzaine du mois de mars. Donc, si on poursuit au niveau des conditions météo qu'on a pu avoir au cours de la campagne, donc cette fois-ci, on fait un focus sur la période qui va du 1er avril au 15 juillet, donc jusqu'à la date d'arrachage des linières cette année. Donc là, vous avez une carte de pluie qui représente donc les cumuls enregistrés sur l'ensemble du bassin de production. Et donc, vous voyez que quand on regarde l'écart de ce cumul de pluie par rapport à la moyenne sur les 30 dernières années, donc entre le 1er avril et le 15 juillet, eh bien, on voit qu'on a un manque d'eau cette année, effectivement, donc qui a perduré après la période de la levée des linières. Et donc un écart en fait qui va être déficitaire avec un déficit qui va être compris entre moins 85 et puis moins de 125 mm. Et c'est donc sur l'ensemble du bassin de production. Si on fait un focus également donc sur les températures, donc de nouveau, on vous a représenté différentes stations météo. Pour chacune de ces stations météo, on a indiqué donc quel était le cumul de température en base 5, donc entre le 1er avril et le 15 juillet. Et à côté, donc l'écart par rapport à la médiane des 20 dernières années. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on est sur une campagne qui a été également chaude, puisque donc pour l'ensemble des stations qui sont indiquées, on voit qu'on a un écart qui est excédentaire, avec un excédent qui va varier, bien évidemment, en fonction des stations météo. Donc, qui va être de plus 40 degrés Celsius, par exemple, pour Dunkerque, et qui va atteindre les 100 degrés, voire être supérieur aux 100 degrés d'excédent pour les stations, par exemple, de Saint-Quentin dans l'Aisne ou encore de Rouen en Seine-Maritime. Donc, une campagne pour le lin qui a été, un printemps et un été qui ont été plus chauds et plus secs que la moyenne des 20 dernières années. Donc, du coup, bien évidemment, ces conditions qu'on a pu avoir au cours du printemps, elles vont avoir un impact sur les linières. Et donc là, on vous a notamment représenté l'alimentation en eau pour le lin au cours du printemps 2020. Donc, pour ce faire, on a fait 2 bilans graphiques. Donc, un avec les données de la station de Dunkerque, donc c'est le graphique du haut. Et un second graphique issu des données de la station de Chevru, en Seine-et-Marne, donc c'est le graphique du bas. Pour que vous puissiez comprendre comment se lisent ces graphiques, donc vous avez une courbe bleue qui représente la disponibilité en eau dans le sol.
Vous avez la courbe rouge en pointillé qui représente le seuil en dessous duquel l'eau dans le sol devient difficilement mobilisable par la plante. Et vous avez la courbe noire qui représente la réserve utile du sol. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que dès le départ, puisque les graphiques commencent au 1er avril, dès le départ, on a un manque d'eau qui est avéré pour les parcelles, puisque l'eau qui est disponible dans le sol est présente à un niveau déficitaire. On est entre -20 et -30 mm. Mais là où, effectivement, l'eau dans le sol devient très difficilement mobilisable par la plante et où donc le manque d'eau, le stress en eau pour la plante devient avéré, c'est à partir de la mi-mai, puisqu'on voit que pour les deux graphiques, à partir du 13 voire du 15 mai, la disponibilité en eau, donc la courbe bleue, passe en dessous de la réserve, du seuil de réserve facilement mobilisable par la plante. Et donc, effectivement, cette campagne chaude et sèche a perturbé l'alimentation en eau des linières, et ce, à partir de la mi-mai. Donc, effectivement, on a vu qu'on avait une campagne qui avait été plus chaude et plus sèche que la moyenne des 20 dernières années, avec donc du coup une perturbation de l'alimentation en eau. Mais ce n'est pas le seul élément météorologique qui est caractéristique de cette campagne 2020, puisque quand on regarde également l'évolution des températures, donc là, on a pris l'exemple de la station d'Abil dans la Somme, mais c'est quelque chose qui peut être généralisé à l'ensemble du bassin de production. Eh bien, on voit qu'on a des écarts entre la température minimale représentée en bleu sur le graphique et la température maximale qui est représentée par la courbe rouge sur le graphique, un écart qui va être assez important, et ce, tout au long de la campagne, puisqu'on voit que régulièrement, que ce soit au cours du mois de mars, du mois d'avril ou du mois de mai, on va avoir des températures minimales en début de journée qui vont être proches des 0 degrés Celsius, et une température maximale en cours de journée qui va atteindre régulièrement les 25 voire 30 degrés Celsius. Donc des écarts de plus de 20 degrés qui, eux, ont aussi participé au stress des linières. Et donc des stress qui, bien visuellement au champ, vont pouvoir se traduire notamment par la hauteur finale du lin. Donc pour illustrer ce phénomène-là, on vous a donc mis un graphique qui est issu de notre réseau d'essais d'évaluation variété de post-inscription. Donc, un réseau qui est conduit par Arvalis avec les partenaires tailleurs. Donc, on vous a mis les données les plus anciennes qu'on peut avoir, donc 2004 jusqu'aux plus récentes, 2020. Donc, on a à peu près regroupé 116 essais pour ce graphique-ci. Et donc, effectivement, quand on compare comment se comporte la campagne 2020 en termes de hauteur finale par rapport à du pluriannuel, on voit qu'en 2020, on a une hauteur moyenne dans les essais qui est entre 75 et puis 80 cm, donc une hauteur qui est relativement plus faible que ce qu'on a pu observer certaines campagnes, comme par exemple les campagnes 2018, 2014 ou encore 2009, où on voit que là, on avait en moyenne des hauteurs du lin qui étaient plutôt entre 95 et puis 100 cm. On vous a également illustré par la photo de droite un autre phénomène, puisqu'effectivement, régulièrement en cours de campagne dans la plaine, on a pu observer dans les parcelles des doubles, voire des triples hauteurs, avec parfois des différences entre la hauteur la plus faible et puis la hauteur la plus importante, et bien des écarts qui pouvaient avoisiner les 30 cm. Donc là, pour illustrer ce phénomène-là, on vous a pris en photo une parcelle de notre essai de variété de post-inscription, variété dans l'heure, qui illustre parfaitement ce phénomène qui est quand même assez exceptionnel, qu'on rencontre pas fréquemment dans les parcelles. Donc, si on fait un point ensuite donc sur la fin du cycle, alors déjà par rapport à l'oïdium, effectivement, donc on vous a représenté ici les données qu'on pouvait avoir par rapport à la maladie qui est la plus fréquemment rencontrée dans les parcelles, donc à savoir l'oïdium. Pour représenter donc du coup l'évolution de la maladie, on est également reparti sur les données du BSV lin, donc pour la région des Hauts-de-France et pour la région Normandie. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour la campagne 2020 qui est représentée par les histogrammes rouges, on a une arrivée des premiers symptômes de façon significative lors de la semaine du 4 juin. Cette semaine-là, en termes calendaires, quand on la repositionne par rapport au cycle du lin, le lin est à ce moment-là au stade pré-floraison. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les premiers symptômes d'oïdium sont apparus de façon assez tardive au cours de cette campagne 2020. Il y a pu y avoir effectivement des symptômes qui ont pu être observés plus précocement dans certains secteurs, mais quand on fait l'analyse sur l'ensemble, sur la globalité de ces deux régions, on voit que globalement, effectivement, les symptômes sont apparus tardivement. Et puis, dès lors qu'effectivement, les symptômes se sont installés, on voit qu'on a eu un développement assez rapide de la maladie, avec donc du coup un pourcentage de plantes touchées qui a pu atteindre notamment pour la région des Hauts-de-France 100% de plantes à la date notamment du 25 juin.
Si on fait un focus donc, sur la fin du cycle du lin, donc on vous a repositionné ici donc une carte qui représente l'arrivée du stade maturité des fibres. Donc on voit effectivement que dans les terres qui sont plus continentales, donc plutôt dans le sud du bassin de production, on a une arrivée du stade qui est plutôt comprise entre le 29 juin et puis le 4 juillet. Quand on est plutôt sur des secteurs en bordure maritime, on voit que cette arrivée de stade, elle a été décalée d'environ une semaine, hein, puisque donc du coup, elle est plutôt entre le 5 et puis le 10 juillet. On a voulu positionner donc la durée du cycle du lin en 2020 par rapport à des données pluriannuelles. Donc, c'est ce que vous représente le graphique de droite. Donc là encore, on est reparti sur nos données, notre réseau de données d'essais d'évaluation variété post-inscription. Donc là encore, la donnée la plus ancienne donc, pour le travail qui a été réalisé ici, donc c'est la campagne 2013. Et donc, on a inclus les données de 2020. Et donc, ce que vous avez de représenté ici, c'est le nombre de jours entre la date de semis et la date d'arrivée de maturité des fibres. En 2020, on voit que ce nombre de jours, il est autour de 100. Si on compare par rapport à des campagnes précédentes, type par exemple 2014, 2015, 2016 et puis 2018, on voit qu'on était sur des durées du cycle au cours de ces périodes-là qui étaient plus importantes, puisque plutôt compris entre 110 et puis 120 jours. Donc la campagne 2020 aurait un cycle qui aurait été qui a été plus raccourci d'environ 10 à 20 jours par rapport à ces campagnes précédentes, qui sont la conséquence directe des températures plutôt chaudes et du manque d'eau qu'on a pu avoir au cours du printemps. Lorsqu'on regarde donc du coup les conditions pour la mise en place du ruissage, une fois que les linières ont été arrachées, donc on a regardé quel était le cumul de précipitations enregistré sur l'ensemble du bassin de production entre le 1er juillet et puis le 31 août 2020. On voit qu'on a un cumul de précipitations qui est quand même assez différent en fonction des secteurs, qui est inégalitaire en fonction des secteurs, puisque quand on est sur les terres plus continentales, ce cumul il va plutôt être autour de 60 à 90 mm, tandis que dans les terres qui sont les plus en bordure maritime, elles ont bénéficié d'un cumul de pluie plus important, plutôt autour de 80 à 140 mm en fonction des secteurs. Quand on regarde comment sont réparties ces pluies au cours des 2 mois de juillet et puis août jusqu'à la mi-septembre, donc ce sont les 2 graphiques que vous avez sur la droite. Donc on vous a représenté les données météo qui sont issues notamment de la station d'Abbeville dans la Somme avec le graphique du haut et les données de la station de Chevru en Seine-et-Marne avec le graphique du bas. Les histogrammes que vous voyez, ce sont les cumuls de pluie quotidiens qui ont été enregistrés par ces 2 stations. Et donc effectivement, on voit que pour la station de Chevru, qui est un terre plus continentale, le ruissage s'est vraiment mis en place avec l'arrivée des pluies au cours du mois d'août. On voit que ce cumul de pluie, il a été néanmoins moins important que ce qu'on a pu observer avec la station d'Abbeville dans la Somme, où là, effectivement, on est sur des cumuls qui sont assez importants en fonction des jours. Et on voit qu'effectivement, on a également eu des créneaux de pluie qui ont été extrêmement réguliers et qui font qu'il y a pu avoir une problématique dans les secteurs plus en bordure maritime d'enroulage des lins et de surruissage des fibres de par ces épisodes de pluie qui ont été très fréquents et avec un cumul parfois important au cours du mois d'août. Donc, eh bien, finalement, on arrive, quelle conclusion par rapport au rendement? Quel impact de ces différentes conditions météo au cours de la campagne 2020 sur les rendements des linières? Donc, on vous a représenté ici une carte qui a été réalisée par le CIPALIN. Donc, attention, les chiffres qui sont indiqués ici sont vraiment des toutes premières estimations de rendement pour la campagne 2020, puisque l'ensemble des linières n'ont pas encore été taillées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau national, on aurait une première estimation de rendement en poids de paille qui serait autour de 5 tonnes, avec un rendement en fibre longue qui serait autour des 0,9 tonnes. On voit effectivement que dans les terres qui sont les plus continentales, le poids de paille serait compris entre 3,5 et 4 tonnes, avec un rendement en fibre longue autour de 0,5 à 0,8 tonnes. Quand on est sur des secteurs plus en bordure maritime, on aurait un rendement en poids de paille estimé qui serait entre 4,2 et puis 5,6 tonnes et un rendement en fibre longue qui varierait entre 0,6 et puis 1 tonne 1. On a cherché à comparer du coup comment cette campagne 2020 en termes de rendement s'est positionnée par rapport à du pluriannuel. Donc c'est le graphique que vous voyez ici. Donc, on a représenté en abscisse le rendement en poids de paille, en ordonnée le rendement en fibre longue. Et effectivement, on voit que de par la combinaison des différentes conditions météo qu'on a pu vous présenter précédemment,
on a une campagne 2020 qui, en termes de rendement, se rapproche d'une campagne type 2017, qui avait été une campagne aussi marquée, hein, effectivement, par des conditions météo plutôt chaudes et sèches. Et donc, s'il fallait faire une synthèse de l'ensemble des éléments qui viennent de vous être présentés en termes d'éléments assez caractéristiques de cette campagne 2020, on pourra retenir que la levée a été compliquée, hein, avec des phénomènes de double, de triple, voire de quadruple levée dans la campagne, donc qui sont liés effectivement à l'absence de pluie entre le 15 mars et le 15 avril, combiné avec des températures plutôt fraîches observées fin mars, début avril, et puis à du vent d'est, hein, qui a asséché effectivement les lits de semences. En termes de croissance du lin, là également une croissance qui a pu être pénalisée, hein, par notamment les conditions météo chaudes et sèches qu'on a pu observer au cours du printemps 2020, associées, on l'a vu, hein, avec des fortes amplitudes thermiques. Toutes ces conditions ont abouti du coup à une durée du cycle plus court en 2020 par rapport aux campagnes précédentes. Et également, notamment de par les amplitudes thermiques assez régulières et fortes marquées qui ont pu être observées au cours de la campagne, à des phénomènes de double, voire de triple levée des lins dans une même parcelle dans la plaine cette année. Concernant les variétés, on va commencer par l'aspect lin de printemps et on terminera par quelques diapos sur les lins d'hiver. Donc, variété de lin de printemps, donc bon, on rappelle à chaque fois quels sont les critères majeurs de choix d'une variété. Donc le premier, bien évidemment, est le rendement, hein, donc le rendement en lin taillé et la richesse en lin taillé. Mais il est aussi important de connaître le comportement vis-à-vis des maladies, la brûlure, la fusariose, l'oïdium, le niveau de tolérance à l'averse, la précocité et la qualité des fibres, sachant que ce dernier critère n'est pas mesuré dans nos essais puisqu'on récolte toutes les variétés le même jour, alors que les variétés ont des précocités qui sont un peu différentes. Donc ça ne peut être mesuré qu'en parcelle. Donc l'objectif de nos essais variétés, c'est d'évaluer le comportement des variétés sur plusieurs années. Et on va voir que 2020 le confirme amplement, hein, puisqu'on a des variétés qui se comportent différemment cette année comparées aux années antérieures. Ceci aussi, pour de mieux connaître les variétés, ça permet de prédéfinir leur zone de culture où elles seront a priori les plus adaptées. Sachant qu'ensuite, les tailleurs, par leur connaissance de leur secteur, vont tester en culture les variétés qui auront été repérées a priori les plus adaptées pour valider ou au contraire dire non, finalement, cette variété ne convient pas. Alors, en 2020, les essais la variété lin fil de printemps, 11 essais ont pu être semés, sachant habituellement on en sème 14, mais dans la situation du contexte Covid, on est finalement content que 11 essais aient pu au final être semés. Donc ça a été possible par l'implication de divers organismes qui ont réalisé les semis. Donc Arvalis, la Chambre l'Île-de-France pour la Seine-et-Marne, Inagro pour 2 essais en Belgique, l'INEA pour 2 essais, Terre de Lin et Vandebilt et un prestataire, chacun pour un essai. 4 essais n'ont pas été récoltés. Bon, pour certains, surtout dès le départ, il y a eu des gros problèmes de levée. Il y a aussi, pour certains, un stress hydrique beaucoup trop important où l'essai était trop hétérogène, donc ce n'était pas utile de le récolter. Donc ça, c'est le cas pour 2 essais de laine, un essai en Belgique et l'essai de Seine-et-Marne. Donc 7 essais récoltés et au final 6 ont pu être regroupés dans la synthèse, puisqu'il s'est avéré que l'essai Le Bocas en Seine-Maritime avait des CV beaucoup trop élevés pour pouvoir être intégrés dans la synthèse. Donc les essais regroupés ont tous été semés dans la période du 31 mars au 9 avril. Au niveau protection fongicide, 2 essais n'ont pas eu de traitement fongicide, un Outem en Belgique et Poitou-Picardie, et les autres ont reçu une protection fongicide, sauf un bloc. Au niveau des variétés, donc on a eu 2 nouvelles inscriptions en 2020, les variétés Ramona et VPB Héloïse, une inscription en 2019 Idéo, et on a parmi les inscriptions 2018, 2 variétés sont toujours à nouveau en essai, VPB Céleste et VPB Pauline. Concernant la tolérance à l'oïdium, comme la pression a été très très forte en 2020, on a observé en fait des différences entre variétés au début d'attaque,
pour les variétés qui ont été déjà repérées tolérantes les années passées, hein, Bolchoï, Elixir, Idéo et dans une moindre mesure Évasion. Mais ces différences sont observées à peu près 8-10 jours et ensuite, entre guillemets, tout a craqué. Toutes les variétés étaient très touchées, y compris les assez tolérantes. Donc, dans ce tableau-là qui représente le rouille non battu mesuré en 2020, ce tableau a pour vocation d'apporter un certain nombre d'informations. Donc, il reprend les 6 essais qui ont pu être regroupés cette année pour le rouille non battu. Donc, chaque colonne représente un essai. Ces essais sont classés par ordre décroissant de rendement moyen, de 112 quintaux à Cerisy-Bulleux dans la Somme, mais ça correspond au petit rond bleu qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique qui représentait la pluviométrie. Hein. C'est une zone qui a eu un peu plus de pluie, et donc tout de suite ça se traduit sur un rendement nettement meilleur que ce qui est observé fréquemment. Et le rendement le plus faible est de 40 quintaux par hectare. Donc les variétés de haut en bas, c'est les variétés qui sont classées par ordre décroissant de rendement moyen. Alors là, il ne s'agit pas de regarder les chiffres en détail, mais simplement la couleur des cases. C'est-à-dire qui vont du vert au rouge. Donc quand la couleur est verte, c'est que la variété, ça représente les variétés qui ont les meilleurs rendements dans l'essai. Et en rouge, les variétés qui ont les plus faibles rendements. Alors on constate finalement que même pour entre les essais très productifs et moins productifs, on retrouve à peu près les mêmes variétés qui sont les meilleures dans les essais. Donc les 6-7 meilleurs sont les meilleurs dans tous les essais. Bon, il peut y avoir une case qui n'est pas une variété moins bonne dans un essai, c'est en partie dû aussi à l'erreur expérimentale. Hein. C'est pour ça qu'on fait un réseau d'essais, qu'on ne se base pas tout sur un seul essai. Et donc en bas de tableau, c'est à peu près toutes les mêmes variétés qu'on retrouve avec des plus faibles rendements dans chaque essai. Donc ça veut dire que quel que soit le niveau de potentiel de rendement, finalement, on a à peu près le même comportement des variétés dans toutes les situations cette année. Donc ensuite, il y a le même tableau pour le rendement en intaillé en 2020, où 5 essais ont pu être regroupés. Donc la moyenne de rendement varie de 25 quintaux à 4,5 quintaux par hectare. Et là, donc, la moitié des variétés performent dans tous les essais et l'autre moitié performe moins dans l'ensemble des essais. Donc le graphe suivant, on revient en rouille non battue mesurée en 2020 pour représenter la synthèse sous forme d'un graphique. Donc les variétés, les meilleures variétés sont à 75 quintaux et la moins performante à 63 quintaux par hectare. Les plus performantes on retrouve les variétés qui ont une capacité à avoir un fort développement végétatif. Donc soit qu'on retrouve Damara en deuxième position, hein, qui est quand même une variété qui a été inscrite il y a bientôt une dizaine d'années, donc pas toute récente, mais qui cette année a complètement extériorisé son potentiel de fort développement. Avec Damara, dans le haut de tableau, on avait 4 variétés de Vierzum, les WPB, qui ont aussi visiblement une forte capacité de développement, ainsi que Malika et Lisette en 7e position. Donc, dans le graphe suivant, on verra la richesse en intaillé, où 4 variétés se distinguent avec une richesse plus élevée, assez élevée en 2020. Enfin, tout est relatif, hein, sachant que la moyenne n'est pas très élevée, hein, puisque les meilleures variétés sont à 21% et les plus faibles autour de 17-18%. Donc, les plus performantes sont Idéo, Ramona, qui est une nouvelle inscription, Lisette et VPB Céleste. Concernant le rendement à l'intaillé, qui est issu donc de la multiplication du rouille non battu et de la richesse en intaillé, eh bien, en tête du tableau, hein, on va retrouver des variétés soit les variétés qui avaient une forte richesse, comme Idéo, Ramona, Lisette ou VPB Céleste, ou les variétés qui avaient un gros poids de paille, comme Damara, VPB Héloïse ou VPB Pauline. Donc ensuite, on va s'attarder un peu plus sur le pluriannuel, parce que c'est ça qui est intéressant à regarder de manière plus approfondie cette année. Donc dans ce graphique, on reprend les rendements observés durant les 5 dernières années. Donc je rappelle les conditions climatiques.
2016 était une année assez pluvieuse où on pouvait observer de l'averse dans certains essais, donc qui pouvait pénaliser les variétés les plus sensibles à l'averse. 2017, on a eu un climat sec et chaud, mais surtout en fin de cycle. 2018 était une année majoritairement favorable, sans excès pour la culture de lin. 2019, année sèche, et 2020, année très sèche. Donc, dans le graphique, donc il y a des chiffres indiqués. Donc 0, ça représente les rendements observés en 2020, et 9, par exemple, les rendements observés en 2019. Donc si on prend les variétés présentes 5 ans, dans les essais, on a Arreta, où il y a un rond rouge en 2020. Arreta était très pénalisé sur la production de paille en 2020 comparé aux années précédentes. Et à l'opposé, on a Lisette, qui est nettement plus performante que ce qu'on pouvait observer en moyenne les dernières années, et dans une moindre mesure d'Amara. Pour les autres variétés, elles ne se distinguent pas particulièrement en 2020 par rapport aux autres années, précédentes. Parmi les variétés présentes 4 ans, 2 variétés sont un petit peu pénalisées en 2020, c'est Elixir et Arkea. Et les autres variétés, pas spécialement pénalisées. On observe que 2 variétés présentes 3 ans, VPB Céleste et VPB Pauline, sont très régulières sur les 3 dernières années, de 2018 à 2020. Et Idéo est un petit peu mieux en 2020 aussi, comparé à 2019. Donc là, sur le rouet non battu, on n'a pas des écarts énormes, enfin des distinctions énormes des variétés, mais ça va être beaucoup plus net sur la richesse qu'on va voir dans le graphique suivant, où là, il y a plus de variétés qui ont été pénalisées sur la production de richesse en lin taillé. Donc, si on reprend les variétés présentes 5 ans en haut du graphique, donc on a Aramis, qui était traditionnellement une variété avec une richesse plutôt élevée, qui en 2020 a une richesse particulièrement pénalisée. À l'opposé, Lisette a une richesse plutôt plus élevée en 2020 que les années passées. Et pour Arreta, on retrouve, il y en a 3 années où la richesse est pénalisée, c'est les 3 années sèches, parce qu'on sait que Arreta est une variété qui n'aime pas les situations stressantes, qui est toujours pénalisée lors de stress hydrique. Et les autres variétés n'ont pas de comportement particulier en 2020. Pour les variétés présentes 4 ans, on a plusieurs qui sont particulièrement pénalisées au niveau de la richesse. Elixir, Dorea, Arkea et Évasion. Et dans une moindre mesure, VPB Félix est un petit peu pénalisé aussi. Seule Malika, dans les présentes 4 ans, est très régulière sur les 4 dernières années. On retrouve aussi une bonne régularité sur la richesse pour VPB Céleste et VPB Pauline. Et Idéo, elle, est également une variété qui a su en profiter de 2020 pour avoir exprimer une très bonne richesse conditions stressantes. Donc ensuite, si on regarde le rendement à lin taillé, donc issu de la multiplication entre guillemets du rouille non battu et du lin taillé, on va retrouver un peu les mêmes variétés qui se distinguent. Sur les présentes 5 ans, celles qui ont su extérioriser un bon rendement, comme Damara ou Lisette par rapport aux années passées. Arreta ont pénalisé comme les années séchantes, 2017 ou 2019, et les autres variétés sont à peu près n'ont pas un comportement particulier pour les présentes 5 ans, celles qui n'ont pas de rond entouré. Sur les présentes 4 ans, Elixir est très pénalisé en 2020 sur le rendement en lin taillé. C'est une variété à très gros potentiel, mais qui cette année a été complètement bloquée dans sa croissance et dans sa production de lin. 2 variétés sont moyennement pénalisées sur le rendement à lin taillé, c'est Évasion et Arkea. Et on retrouve les variétés assez régulières, donc entre années, comme VPB Félix, Malika ou Dorea. Et pour les présentes 3 ans, VPB Céleste, VPB Pauline. Une variété récente, Idéo, a su aussi se distinguer en 2020 par rapport à 2019 avec un rendement nettement meilleur. Donc dans le tableau suivant, on va présenter un peu les mêmes conclusions sous un format un peu différent.
Donc, il faut quand même retenir, parce que c'est vrai que je me suis pas mal focalisée sur les variétés qui se distinguent cette année, mais que la majorité des variétés ont quand même eu le même comportement que les années passées, ce qui est quand même assez rassurant, puisque si on choisit pour la majorité des variétés qui ont pu être cultivées en 2020, on ne s'est pas trompé en les cultivant, puisqu'elles se sont aussi bien comportées que les années passées. Mais il y a quelques variétés qui se distinguent, donc de manière plus négative, c'est Elixir qui est la plus pénalisée. Donc, ah oui, pardon, j'avais oublié de présenter ce tableau. Donc, à droite du tableau, c'est les rendements observés en 2020 qui varient en moyenne de 14 à 17 quintaux par hectare. Sur la partie gauche, c'est le pluriannuel jusqu'à 2019, donc c'est ce qu'on appelle une moyenne ajustée qui est calculée sur tous les rendements mesurés de 2010 à 2019. Et cette moyenne varie de 21 à 24 quintaux, donc on a déjà un écart moyen de 7 quintaux par hectare entre le pluriannuel et cette année. Donc effectivement, donc Elixir, qui était la meilleure sur toutes les années précédentes, et elle se retrouve dans le groupe des moins performantes cette année. Évasion et Arkea, qui étaient dans la moyenne, sont plutôt cette année dans le groupe des moins productives. Et plusieurs variétés sont mieux comportées. On retrouve donc Damara, Idéo et Lisette, qui étaient moyenne basse en pluriannuel et qui cette année ont eu un très bon comportement. Et toutes les variétés non entourées, on est à peu près au même niveau, évidemment, à quelques pourcents près, entre l'historique et l'année 2020. Alors, comment on peut expliquer ces variations de comportement? Effectivement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a probablement, on peut supposer, c'est que des hypothèses, une capacité d'enracinement différente des variétés pour mieux aller chercher l'eau, le peu d'eau qu'il y avait dans le sol cette année. Donc, parce que 10-20 mm de plus d'alimentation en eau, dans des situations très stressantes, ça peut se traduire très vite par quelques quintaux en plus. Le rythme de croissance différent, par exemple le cas de Lisette, qui est une variété qui a une croissance lente au démarrage, est-ce que ça a pu impacter aussi, enfin avoir un effet plutôt, de peut-être moins consommer d'eau au départ et d'en avoir un peu plus après. Voilà. Et puis peut-être d'autres explications qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est plutôt une série d'hypothèses qu'on peut évoquer plutôt que des certitudes. Alors, toute la question ensuite, c'est comment choisir sa variété, puis notamment comment gérer cette variabilité climatique. Parce que bien évidemment, on ne se connaît pas à l'avance le climat qu'on aura pendant toute la campagne, toute la culture du lin. Si on reprend les années assez rapidement, on a 2016, donc on se souvient qu'on avait un risque de verse important. Donc là, c'est une année comme 2016, attention aux variétés les plus sensibles à l'averse. Certes, on a des régulateurs, mais c'est quand même pas toujours facile. Enfin, c'est pas si simple que ça à bien gérer, à appliquer au bon moment, etc. Et sur les variétés les plus sensibles, c'est encore plus stressant pour gérer les régulateurs. Un autre point qui est important, c'est que on a finalement maintenant peu d'années avec de l'averse, donc on a plus de mal pour bien connaître le comportement des variétés vis-à-vis de l'averse. Notamment toutes les dernières inscriptions, on a très peu d'informations sur la sensibilité à l'averse. Les années, donc 2017, année chaude et sèche, fin de cycle, 2018 plutôt favorable, 2019 assez sèche, mais pas trop, parce que quand on compare à cette année, on était finalement moins sec. Donc dans ces 3 années, 2017, 2018 et 2019, c'est à peu près les mêmes variétés qui sont performantes. Et donc là, on avait tout intérêt à cultiver les plus productives pour tirer le meilleur rendement possible par rapport au climat de l'année. 2020, année très sèche, donc on retrouve fort heureusement pour la majorité des variétés le même comportement que 2017 à 2019, donc les plus productives globalement s'en sont bien sorties, mais on a des variétés qui ont eu des comportements différents. En mieux, c'était tant mieux, quand c'était en mieux, mais en moins bien, c'était plus gênant. Ça peut être plus gênant, parce qu'on a eu beaucoup moins que ce qu'on pouvait espérer. Donc à l'échelle de l'agriculteur, c'est difficile d'avoir plusieurs variétés, souvent, mais c'est au moins à l'échelle de la région, finalement, un moyen de limiter le risque par rapport à l'aspect climatique, c'est d'avoir une diversité de variétés qui soient cultivées, avec des caractéristiques un peu différentes.
Ensuite, bon, outre le critère climatique, il ne faut pas oublier des particularités qui interviennent dans le choix de la culture, de la variété. Donc, bien sûr, on rappelle que l'objectif est d'obtenir la richesse et le rendement à l'intaillé au maximum, maximal, puisque c'est ça qui génère la majorité de la recette, de la culture. Donc, contexte bioclimatique, il faut tenir compte notamment de la situation du sol et la situation géographique qui a priori prédéfinit quand même normalement majoritairement un type de climat, même si on ne sait plus trop maintenant. Voilà. Donc pour les sols très poussants, riches en matière organique, il faut quand même, je pense, continuer à privilégier les variétés les plus tolérantes à la verse, puisque le risque verse peut être, une verse forte quand même peut pénaliser aussi fortement le rendement. Donc dans les plus tolérantes, on va retrouver Éden, Évasion ou Areta. Les risques verses moyens à élevés, on va privilégier comme des variétés aussi à assez bonne tenue de tige, comme Areta, Doréa, Évasion, Lisette, voire Nathalie. Bon, en rappelant qu'effectivement, Areta est à positionner dans les sols à bonne réserve en eau. En situation moyenne, bon, ce que j'appelle moyenne, mais ce qui représente en fait la majorité de la zone de culture du lin, on a un nombre de variétés assez important qu'il est possible de cultiver, quoi, hein. Donc, comme les variétés comme Aramis, Arkea, Avian, Bolshoi, Elixir, Evea, Ideo, Malika, Novea, VPB Céleste. J'ai mis VPB Pauline en point d'interrogation, c'est par rapport à la tolérance, le critère verse bon, a priori, elle sera un petit peu assez sensible à la verse, mais on n'a pas une connaissance très précise sur sa sensibilité à la verse. Et en sol peu poussant, ben, on reste sur les variétés à fort développement, où c'est les zones de culture où on mettait traditionnellement Damara ou Vivea, où on peut, je pense, envisager des variétés comme VPB Céleste, VPB Félis ou VPB Pauline. Il faut bien évidemment aussi prendre en compte le risque maladie, hein. Donc tolérance à la brûlure, hein, dans les secteurs à risque, c'est-à-dire toute la zone de bordure maritime, éviter les variétés sensibles. Et puis l'aspect tolérance à la verse, bon, tolérance à la fusariose, où le risque est plus important dans les situations à rotation courte ou en sol acide. Ensuite, le critère précocité est intéressant pour l'aspect disponibilité de matériel à la récolte, parce que si on a une gamme de précocité, on peut étaler les chantiers de récolte pour optimiser l'utilisation du matériel. Voilà. Donc ensuite, un point que je n'ai pas encore évoqué, hein, de rappeler comment sont classées les variétés vis-à-vis de la brûlure et de la fusariose. Donc c'est deux maladies liées à des champignons du sol où le seul levier est la génétique. Donc la majorité des variétés, donc dans la colonne de droite concernant la brûlure, sont tolérantes à la brûlure. Donc il suffit dans les zones où il y a un risque en bordure maritime d'éviter de cultiver les quelques variétés qui restent sensibles. Fusariose, toutes sont au moins assez tolérantes. Et on privilégiera les variétés les plus tolérantes dans les situations les plus à risque évoquées précédemment. Voilà pour ce qui concernait les variétés de lin de printemps. Donc là, je vais juste faire un point, mais beaucoup plus rapide, sur les variétés de lin fibre d'hiver, puisque donc on a moins de variétés inscrites et c'est une culture qui est moins développée que le printemps, qu'en culture de printemps. Donc en 2020, on n'avait pas de nouvelles variétés en test en lin d'hiver. Il n'y a pas eu de dégâts de gel, hein, sauf juste quelques pertes de pieds dues à l'hiver, ce qui est classique. Pas de verse également. Donc on a 2 essais qui ont pu être semés à l'automne dernier et récoltés. Donc un essai dans le Calvados à Potigny et un dans l'Oise à Damerecourt. Donc ces essais avaient été semés début octobre. En ruis non battus, ils ont produit à Potigny 70 quintaux et 92 quintaux à Damerecourt. En lin taillé, le rendement moyen de 11 quintaux pour Potigny et 17 pour le site de l'Oise. Et donc en richesse, on se situe entre 16 et 19%. Donc il faut quand même savoir que globalement, les lins fibres d'hiver ont en moyenne, au niveau génétique, une richesse inférieure aux lins fibres de printemps. C'est un peu le point faible aujourd'hui des variétés de lin fibres d'hiver. C'est leur niveau plus faible de richesse. Parce qu'en fait, notamment, tout simplement, il y a eu beaucoup moins de travail de fait au niveau de la sélection qu'en lin de printemps. Si on avait mis autant de moyens qu'en lin de printemps, on aurait peut-être des richesses plus proches, si la génétique le permet.
Donc, là, il y a une forte pression idiome à Damrecourt. Sinon, il y a donc un seul essai qui était utilisable pour la synthèse, c'était l'essai de Potigny, parce que l'essai de Damrecourt était assez peu précis. C'est pour ça que dans le graphique, dans cette diapositive là, qui présente l'information en pluriannuel, le graphique concerne le rendement en intaillé. J'ai rappelé ce qu'on a fait, les informations de 2015 à 2019, parce qu'on ne peut pas intégrer 2020 où il y a un seul essai, sachant que chaque année, il faut au moins 3 essais pour être plus précis, fiable sur une donnée d'une année. Donc sur le rendement à l'intaillé, c'est Olga qui est en moyenne la plus productive. Ensuite, on trouve Jade, puis Cyrus et Tundra, qui sont un petit peu en retrait par rapport à Olga ou Jade. Et Ambre, qui est une variété plus récente et proche en termes de rendement de Olga, en intaillé. Donc sur le tableau à gauche, ça représente un calcul qui reprend tous les essais de 2015 à 2020, donc 2020 inclus, ce qui représente 17 essais, où on a dans la deuxième colonne le rendement en rouille non battue, en pourcentage de la moyenne observée dans les essais. Donc Olga et Ambre sont les variétés qui produisent le plus de paille, et Cyrus la plus faible. En rendement à l'intaillé, donc on retrouve Olga et Ambre parmi les plus productives, de même qu'en richesse. Et donc ce qui pénalise Tundra, c'est notamment sa richesse en intaillé qui est un peu plus faible que les autres variétés. Donc ensuite, quelques infos sur les caractéristiques des variétés de l'infibre d'hiver disponibles. Concernant la sensibilité au gel, Tundra est la variété la plus sensible à l'automne, parce que Tundra est la seule qui a cette caractéristique d'avoir une forte croissance à l'automne en situation d'automne doux. Dans ce cas-là, si la croissance est trop forte, un régulateur permet alors de réduire le risque de gel qui pourrait survenir ensuite. Lors de gel tardif, comme on a observé en février 2018, on observe peu de différence de sensibilité au gel entre les variétés. Au niveau des autres caractéristiques, elles sont toutes sensibles à l'oïdium, à peu près toutes aussi moyennement sensibles à l'averse. Et en précocité, on a Tundra qui est la plus précoce, à floraison et maturité, Ambre et Cyrus qui sont intermédiaires, et Jade et Olga qui sont plus tardives. Et en termes de hauteur, Ambre est un petit peu plus haute en moyenne que les autres variétés. Voilà ce qu'on peut dire sur les lymphibres d'hiver. Complémentaire sur cette intervention. Donc vous aurez disponible à partir du mois de février prochain le document Choisir et décider qui reprend les synthèses qu'on vous a présentées là avec des éléments de préconisation et donc qui est téléchargeable gratuitement, qui sera téléchargeable gratuitement sur le site arvalisinfo.fr. Je rappelle aussi qu'un guide de culture de poche a été édité il y a à peu près 1 an de ça et qui reprend les préconisations avec un format de poche. Donc lui sera réédité que dans 1 an, mais il est toujours disponible pour ceux qui seraient intéressés sur le site édition Arvalis. Donc dernier point, comme pour information complémentaire, je vous ai retransmis ici les coordonnées des collègues qui sont intervenus et avec qui vous pouvez interagir et reposer des questions si des points n'avaient pas été élucidés pendant cette intervention. Bon, en règle générale, c'est plutôt facile de privilégier les emails puisque télétravail oblige, les collègues ne sont pas forcément toujours sur leur bureau ou travaillent chez eux, et par mail c'est plus facile de gérer. Donc l'organisation des adresses mail chez Arvalis, c'est toujours la même, première lettre du prénom, point, le nom, @arvalis.fr. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Isabelle, Cynthia ou Benoît pour répondre à vos questions. Juste quelques informations complémentaires. On est monté à 130 participants
pour cette intervention ce matin. Donc, merci à vous pour cette fréquentation qui est importante. Et voilà. Donc, j'ai remis aussi l'enquête de satisfaction sur le chat. Et donc, n'hésitez pas à cliquer et à remplir ce questionnaire de satisfaction. Il y a eu une question complémentaire qui a été posée sur comment est-ce qu'on pourra accéder au visuel. Comme je disais en début d'intervention, ils seront mis en ligne en replay sur la chaîne YouTube d'Arvalis d'ici quelques jours, donc où vous pourrez revisualiser ces différentes interventions. Donc merci à vous. On va donc terminer cette session. Yann, pardon. Peut-être juste pouvoir indiquer du coup le résultat du nombre, du jeu concours Ah oui, chat. pardon, c'est vrai que j'ai oublié ça. Donc, oui, c'était prévu. Merci Cynthia de le rappeler. Donc le jeu concours, voilà. Donc la question c'était combien de variétés de l'infibre de printemps sont inscrites. La réponse est 36. Voilà, donc j'ai redressé, on va dire, dans le questionnaire, dans le chat. Malheureusement, je crois que personne n'a tombé sur les bonnes valeurs, mais on avait quand même pas mal de choses qui tournaient autour de 30. Voilà, donc 36 variétés de l'infibre de printemps et 5 de l'infibre d'hiver qui sont inscrites. Voilà, donc merci à vous. Et puis donc pour ceux qui ont prévu de nous suivre cet après-midi sur le volet autour de la protection du lin, on vous donne rendez-vous à 14 h